On est champion! La France remporte le tournoi Destination dans un match au Stade de France digne du Super Bowl. Avec des sons et lumières avant le match, avec un concert à la mi-temps, on ne se contente plus de regarder un match de l'équipe de France, on vit un match de l'équipe de France avec un spectacle et des émotions. Et des émotions, il nous en donne. Une victoire sans bonus suffisait à l'équipe de France pour remporter le tournoi Destination. 80 minutes pour gagner un second trophée pour cette génération. Si je suis chauvin, évidemment. Si je suis pro-français, bien sûr. Mais j'essaye à travers mes analyses de garder un côté assez objectif. Et ça, c'est ma volonté pour le meilleur et pour le pire. Bienvenue sur ce débrief du dernier match Destination entre la France et l'Écosse. On va parler dans un premier temps du travail de sape de l'équipe de France et notamment sur ballon porté et aussi d'une tactique qu'on a utilisée qui pour moi était peut-être sanctionnable. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ensuite, on va aborder le système défensif qu'on a utilisé pour essayer de contenir ces attaques écossaises qui sont capables de énormément déplacer la balle. De l'attaque française avec ce fameux bloc 10 à 4 joueurs, des différentes animations qu'on a pu mettre en place et aussi de cette petite modification, je pense en tout cas que c'est une modification de circulation, un changement de pattern, une rupture dans ce qu'on a l'habitude de voir qui amène le premier essai de Yoram Moefana. Avant de commencer, tu as le droit de lâcher ton meilleur pouce vers le haut, de t'abonner et de mettre la petite cloche, c'est le meilleur moyen pour soutenir mon travail et on y va. Les Écossais, on se devait de les respecter, de ne pas les prendre à la légère. Et tout le monde nous voyait gagner avec 40 points d'avance. Quand sur l'action à la mi-temps, ils mettent un essai et repassent devant, ça jette un froid. Et on le sentait arriver, parce que même si on a l'impression de dominer physiquement en première mi-temps, ils réussissent à trouver des solutions en déplaçant le ballon. Heureusement pour nous, l'essai est refusé à cause d'un passage en touche, et d'ailleurs France Télévisions n'a même pas repassé les images du passage en touche. Et tout le monde le sait, quand le doute il s'insinue, il est capable de faire chuter les plus grands champions et de démolir les meilleures équipes. Et à la mi-temps, même s'il y a le concert de Louane, la question que je me pose, et je pense que la plupart d'entre nous se posent, c'est est-ce que notre stratégie du banc en 7-1 pour les défoncer devant va-t-elle fonctionner? Elle a très bien fonctionné en Irlande, ça a été un pari gagnant, elle a très bien fonctionné contre l'Italie. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est sûr, ça va fonctionner. Et j'ai reçu un paquet de SMS qui me disait, oh là là, c'est chaud. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, non, c'est pas chaud. Vous n'avez pas compris, en fait, quand Meafou, Jelonche, etc., ils vont rentrer, ça va pas être chaud du tout. Et j'ai l'impression que ce bomb squad va devenir la norme jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. D'ailleurs, tu veux aller voir la Coupe du Monde en 2027 en Australie? Ouais, moi aussi. Fais un test, check ton compte en banque. Si t'as 10 000 € qui dorment, franchement, t'es large. Sinon, faut peut-être commencer à y penser un peu. Parce qu'un voyage pareil, c'est pas juste le billet d'avion. Tu le sais très bien, il va y avoir les sorties, l'hébergement, la bouffe, le prix des billets dans les stades. Et tout ça, ça pique un peu. Mais plutôt que d'attendre le dernier moment et de pleurer devant les prix, si tu pouvais mettre un petit peu de côté chaque mois, sans forcément y penser, et arriver en 2027 avec un budget déjà tout prêt, c'est exactement ce que permet Débloc. Pourquoi est-ce que Débloc change tout? C'est le seul compte courant qui te permet de gérer tes euros et tes cryptos en un seul endroit. Mais surtout, ça te donne la flexibilité que les banques classiques ne veulent pas t'offrir. T'épargnes facilement, tu mets de côté en crypto ou en euros ce qui t'arrange, t'échanges instantanément euros en crypto ou crypto en euros, et ça c'est toi qui le décides, il n'y a pas de frais cachés. T'as une carte Visa Premium gratuite pour payer partout, en euros ou en crypto, et surtout t'as zéro blocage, contrairement aux établissements bancaires qui généralement compliquent les transferts de euros vers les cryptos. Là, ton argent est libre. La sécurité, parlons-en. Débloc est agréé par la Banque de France et l'autorité des marchés financiers. Concrètement, ça veut dire que ton argent est encadré par les régulations les plus strictes et par des organismes agréés à le faire. C'est pas genre une banque qui est créée comme ça où ça va fermer, tu sais pas trop. Les cryptos sont en train de devenir la norme et c'est des choses auxquelles on va devoir s'habituer. Sauf que les établissements bancaires actuels, ils sont un peu réfractaires. Et surtout, Débloc ne détient jamais tes cryptos. Elles restent à toi et seulement à toi, contrairement à d'autres plateformes qui peuvent te bloquer tes fonds du jour au lendemain. Ici, ton argent, ça reste ton argent. Si tu attends 2026 pour te dire ah là là, faut que je trouve 5000 balles pour pouvoir partir en Australie et me faire plaisir pendant la Coupe du Monde, bah t'es mal barré quoi. Mais si dès maintenant tu commences à te verser 50 ou 100 € par mois sur ton compte courant Débloc et que tu t'en sers en fait comme d'une plateforme de stockage, comme de l'épargne forcée, t'arrives en 2027 et t'es prêt à kiffer la Coupe du Monde. Évidemment, j'ai un très bon plan pour toi avec mon lien qui est en description et avec mon code promo Rugby Street,
tu peux profiter de 3 mois premium gratuits. Et ça, c'est sans engagement. Ça veut dire que tu peux tester, ça te plaît pas, tu fermes, c'est fini. Mais par contre, au bout d'un moment, c'est comme tout. C'est comme les enfants, tu peux pas leur dire ouais, mange des épinards et les enfants ils te regardent, ils te disent non, les épinards j'aime pas. Mais pourquoi? C'est vert. T'as déjà mangé des épinards? Non. Bah alors, mange des épinards avant de dire que c'est pas bon, faut que tu goûtes. Et bah des blocs c'est pareil, au bout d'un moment, faut tester. Franchement, le meilleur moment pour commencer à préparer ton voyage en Australie, bah c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Tous les liens sont en description. Donne-leur de la force, tu me donnes de la force aussi. Et place au débrief. Même si on est extrêmement fort cette année, il ne faut pas oublier que pour jouer un match de rugby, il faut généralement 2 équipes et qu'en face, les Écossais ne sont pas des peintres. Donc logiquement, sur l'entame, on décide de prendre les points pour prendre le score. Il y a des matchs où on a fait le choix de la pénale touche. C'est pas du tout une question de renier sa philosophie de jeu, de renier ses ambitions de jeu ou un aveu de faiblesse. C'est tout simplement que tu as une pénalité en face des poteaux ou même tu as envie de prendre le score parce que c'est une finale et que si tu gagnes, tu remportes le trophée, mais tu prends les points. Et bien sûr qu'on a envie de voir du jeu, bien sûr on se dit ouais mais on pourrait taper en touche de toute façon avec notre bomb squad. Les points tu les prends quand tu peux. Comme après un temps fort, on a une pénalité à 5 mètres de l'embut et il y a Antonio qui demande le ballon pour la jouer vite et on sent qu'il a envie d'en découdre. Et on a envie de dire mais vas-y prends la balle Antonio et va marquer. On sent qu'on peut les fracasser. Et là, choix de la raison, 3 points. Mais pas à chaque fois. Ça m'amène au premier point, les ballons portés. Quand ils prennent un carton jaune, bah on va en touche, on se pose pas de questions. Parce qu'ils sont relativement mal à l'aise sur les ballons portés. Ou alors plutôt nous on est extrêmement à l'aise. Évidemment avec beaucoup d'avance sur le banc et des avants même sur le terrain et sur le banc, costaud, gaillard comme ça, etc. Évidemment, les prendre devant sur ballon porté, c'est une de nos forces. Et comme si les 8 avants ne suffisaient pas, on avait décidé sur ce match de mettre 10 joueurs avec 2 ailiers ou un centre plutôt et un ailier. 2 armes secrètes, Moefana et soit Penaud, soit Louis Bielbiarré. Parce qu'on a alterné en fait sur les ballons portés avec des touches en 6+1 et des touches en 8+1. Ouais, t'as bien entendu, on a fait des ballons portés à 7 et des ballons portés à 10. Ça veut dire qu'on avait des touches à 8 joueurs dans l'alignement, plus un relayeur, plus le lanceur. On utilisait 10 joueurs sur ce lancement. La première fois, je me suis demandé à la 12e minute si c'est parce que l'Écosse était à 1 de moins qu'on décidait de mettre 2 joueurs en plus de manière à pouvoir en fait faire un ballon porté à 10 contre 7. Et évidemment, je pense que ça a pesé dans la décision. Mais ce lancement, on l'a revu sur l'autre aile avec Damien Penaud et pas Louis Bielbiarré en seconde mi-temps. Donc c'est quelque chose qui était prévu. La seconde fois qu'on leur propose ça, c'est à la 56e minute sur un temps fort français. En fait, la bombe squad est rentrée, on est sur un temps fort. Et là, on pourrait prendre les points pour décider d'alourdir un petit peu la marque. Mais non, on décide d'aller en touche. Et on va se retrouver comme sur l'autre touche avec Damien Penaud en premier de l'alignement et Moefana qui essaye de se cacher en relayeur. Personne ne défend notre premier bloc de saut. Donc logiquement, on va lancer. Et ça, c'est quelque chose de travaillé par les Écossais parce que quand tu regardes, ça va leur permettre en fait de ne pas défendre sur le premier bloc, de nous forcer à lancer sur le premier bloc et d'essayer de venir nous pousser pour nous amener en touche. Les Français, ils vont très bien réagir et ils vont réussir à remettre le ballon dans l'axe pour pouvoir avancer. Les Écossais, ils subissent normal, on est à 10 et ils se mettent à la faute. Et d'un côté, ils ont intérêt à subir. On est à 10 dans le ballon porté avec un ailier et un centre. Ça veut dire que pour attaquer derrière, on est à moins 2 joueurs. Mais ça veut aussi dire que pour eux, pour défendre derrière, il se dit, en fait, c'est pas évident de se dire, ok, d'habitude, on doit plutôt défendre les extérieurs sur ballon porté parce que l'ailier va avoir du retard, etc. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu dis, en fait, ils attaquent en sous-nombre. Ça veut dire qu'on va avoir du mal côté ballon porté. Et ça a forcé tout le monde à serrer à côté du ballon porté. Et donc, on le voit, les Écossais, ils vont défendre dans un mouchoir de poche. Ils laissent un petit peu plus de la moitié du terrain à Louis Bielbiarré et à Ramos. Donc, il y a un joueur qui va rester sur Louis Bielbiarré, mais Ramos, lui, va avoir l'intelligence de se décaler. Et on a Darcy Graham qui tente de venir couper extrêmement vite et il n'y arrive pas. Les Français, ils en demandaient pas tant et on score. Et c'est marrant parce que sur le premier ballon porté qu'on fait à 10, même chose, on a cette même technique où finalement on décide de déplacer le ballon sur un avantage. Et alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un avantage qu'on décide de déplacer le ballon ou si c'est parce que c'était voulu et décidé à l'avance qu'on soit 10 dans le ballon porté et que la défense écossaise naturellement va serrer et laisse de l'espace et que du coup Ramos se décale sur les temps de passe, c'était peut-être ça la stratégie. Bon, revenons sur les touches et notamment sur une touche où on a fait quelque chose que j'ai trouvé vraiment très limite d'un point de vue réglementaire. Mais en plus, ça a été très bien lu par les Écossais. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Une fois que l'alignement est formé, on ne peut plus changer le relayeur. Ici, on a Guillard en relayeur. Juste avant de lancer, pour perturber la lecture adverse a priori, il entre dans l'alignement et c'est Winnie Antonio qui passe relayeur. Je suis pas sûr que tu aies le droit de changer de relayeur une fois que l'alignement est formé. Sur cette touche, ça change strictement rien puisque proche de leur but, les Écossais avaient fait le choix de ne pas contester les ballons en l'air et de venir défendre au sol.
Au-delà de l'aspect limite d'un point de vue de règlement, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas su s'adapter à la lecture quand on fait les Écossais. Parce que la deuxième fois qu'on leur fait, ils s'adaptent. Et ça peut nous coûter très cher. On est juste avant la mi-temps. On a une possession potentielle dans le camp écossais pour pouvoir scorer et on tente de le refaire. Et les Écossais, ils la lisent très bien, ils nous comptent. C'est le moment où l'Écosse se voit refuser un essai juste avant la mi-temps. Et à la 53e minute, rebelote, on a Dorian Aldeguerri qui est relayeur, Marchand qui est en position de lancer et Dorian entre dans l'alignement et c'est Meafou qui était en fond d'alignement et qui passe relayeur. Sauf que Dorian Aldeguerri qui entre dans l'alignement, on se doute qu'il va pas sauter. De toute façon, sur le contre juste avant la mi-temps, les Écossais, ils avaient fait le choix de toute façon de ne pas sauter en premier bloc, puisque en fait, si, ils ont fait le choix de sauter en premier bloc, mais ils font un lift à 2. Tu vas me dire normal un lift à 2. Sauf que regarde, juste avant la mi-temps, c'est un lift à 2 avec un lift avant pour pouvoir venir contester le ballon. Ça, j'avais jamais vu. Je trouve ça énorme. Donc sur celle-là, s'il y a besoin, ils leur feront le lift à 2. Et ça leur permet de sauter en milieu d'alignement. Alors oui, on gagne la possession sur la touche parce que je regardais les stats des touches et je ne sais pas si elles sont totalement vraies, les stats qui sortent après le match. Ils disent qu'on est à 100% de touches gagnées. Mais tu peux gagner la possession de la balle sur la touche sans pour autant avoir une touche propre pour lancer le jeu. Tu peux avoir une touche qui te met en difficulté. Et pour moi, malgré tout, quand même, les ballons portés, on les a mis à la peine et ça a été le premier travail de Sapp. Le second travail de Sapp, ça a été la défense. Et c'est bizarre parce que pourtant on arrive à la mi-temps avec cette impression, en tout cas moi j'ai cette impression assez mitigée de la défense où je me dis il y a de l'indiscipline parce qu'on a pris quand même 2 cartons jaunes, on a pris 2 cartons jaunes en une mi-temps, on a l'impression de rater des plaquages et de se faire franchir relativement régulièrement. Alors c'est à mettre en relief aussi avec la seconde mi-temps où on rattrape le tir, mais à la finale on prend 11 pénalités, alors oui c'est beaucoup par rapport au reste du tournoi, mais c'est moins que l'Écosse qui en a pris 12. On tourne à 85% de plaquage réussi. C'est pas les 89 ou 90% d'habitude ou de l'Écosse, mais 85, on n'est pas à 70 non plus. Et il faut se dire que cette défense, c'est un de nos gros points forts, c'est-à-dire que les collisions, on les domine. Je ne sais pas comment ils classifient les plaquages offensifs, mais tu as l'impression quand même que ça claque extrêmement fort et qu'on les domine ces collisions. Et quand tu vois le travail que Antonio il a produit sur ce match, avec son activité défensive, c'est juste énorme. Alors oui, le score est serré à la pause. Mais on a tenu des séquences monstrueuses, notamment à la 33e minute. On est dans nos 22 mètres et là, on va tenir une séquence de 2 minutes sans encaisser de points. Mais 2 minutes dans tes 22 mètres avec du jeu direct et frontal, c'est quelque chose. Hein. L'équipe d'Écosse, c'est celle qui attaque le plus dans ce tournoi. C'est celle qui a le plus grand nombre de passes. Et sur ce match, ils ont réussi à avoir des libérations rapides. C'est-à-dire que nous, on avait fait le choix de ne pas spécialement contester les ballons au sol, de ne pas aller contre-roquer ou gratter en permanence, mais par contre de privilégier, à mon avis, la circulation des joueurs. Ça a du sens. Alors, c'est contre l'Italie, on avait choisi de venir gratter et contester tout le temps. Contre l'Irlande, ils l'ont dit dans la presse après, on avait choisi de choisir les ballons qu'on allait contester. C'était un ruck sur 3 à peu près. Contre les Gallois, on avait juste circulé et on les avait laissés jouer à la baballe. Le fait du coup de ne pas contester, même s'ils ont des rucks rapides, si nous on a en fait le ruck rapide, c'est une fois que le ballon est au sol. Mais si tu as dominé la collision en l'air et que tu fais ce qu'on appelle un plaquage 3 secondes où tu le bloques 1, 2, 3 avant qu'il passe au sol, tous tes potes ils ont eu le temps de circuler et du coup tu te retrouves à l'équilibre. Et ça nous permet de contrôler les extérieurs et notamment leurs ailiers qui sont dangereux, Van der Merwe et Darcy Graham. Parce que je pense qu'on les craignait quand tu vois que dans nos 22 mètres, Louis Bielbiarré décide de défendre face à Darcy Graham, c'est-à-dire qu'il ne décide pas de défendre entre les deux pour prévenir d'un jeu au pied, il décide de défendre face à lui, il n'y aura pas de passe au pied. Par contre, ça veut dire qu'il laisse un énorme espace, on voit l'énorme espace entre l'avant-dernier défenseur et le dernier défenseur. Et pour contrôler ses extérieurs, il y a un joueur que j'aimerais bien mettre en lumière parce qu'on l'a remarqué quand il est rentré à Dublin, tu sais très bien de qui je parle, c'est Maxime Lucu. L'activité qu'il a eue pour se replacer et alimenter les extérieurs pour éviter justement de laisser trop de place, c'est juste impressionnant. Quand je parle de son activité défensive, on ne s'en rend pas forcément compte à première vue, mais mate ça. Sur cette mêlée, il va défendre en repli. Ça, c'est normal, c'est la distribution défensive normale d'un œuf. Finn Russell retouche le ballon, il va le plaquer et se relever. Il se replace dans le côté fermé, mais il se rend compte que l'urgence va être de l'autre côté du terrain. Il va donc traverser tout le terrain pour aller défendre à l'opposé. Il va se déplacer plus rapidement que le ballon. Et en fait, il y a 30 joueurs qui se déplacent en même temps sur le terrain. C'est dur de focus sur un seul joueur en temps direct. Mais il faut avoir conscience de l'exigence du déplacement qu'il a fait. Il vient traverser le terrain en sprint dans un centre et il traverse le terrain
dans l'autre sens. Surtout qu'il a plaqué à tour de bras en fait. Et c'est horrible parce que je suis allé sur le site, c'était Rugby Pass pour regarder les stats. Je vois Maxime Lucu, un plaquage, mais je suis pas d'accord. Il en a mis un paquet des plaquages. Il y a même une action où il arrive à mettre, alors c'est pas des arrêts buffets, hein, c'est des plaquages chevilles, mais il y a une action où il fait 2 plaquages en moins de 10 secondes. Et cette activité défensive, ce travail de défense que les Français ils ont, c'est visible, mais c'est pas tout le temps visible comme sur des plaquages offensifs. Un plaquage offensif comme celui de Louis Bielbiarré, il arrive à contresens pour te cartoucher le mec. Ok, c'est visible. Et le travail de défense, c'est pas que cela. Hein. Par exemple, encore une fois, comme contre l'Irlande, on a eu cette capacité sur un ballon proche de notre en-but à accepter de subir la collision en haut pour emmener le mec dans notre en-but et obtenir un renvoi d'en-but. Et ça, c'est des choses qui sont travaillées qu'on ne voit pas forcément à première vue. C'est pas aussi impressionnant qu'un plaquage en fait offensif. Et autre chose aussi, c'est sur ballon porté. Quand sur un ballon porté écossais, nos avants réussissent à contenir les 8 avants écossais, ça permet à Jelonge de verrouiller et de défendre du coup à l'intérieur du 10. Ça nous permet à tous de pousser d'un cran en défense. Et alors oui, ce qu'on retient en fait, c'est en bout de ligne la volonté de Ramos de gagner son duel sur Van der Merwe. Mais sur ballon porté, c'est possible de défendre sur le dernier que si tous les joueurs ont été à l'heure et qu'on n'a pas consommé trop de joueurs. Et ça, on ne s'en rend pas compte en fait, mais c'est parce que les avants ont été extrêmement efficaces pour défendre le ballon porté que Ramos peut défendre sur Van der Merwe. C'est uniquement ça. Et quand tu es efficace en défense et que au bout d'un moment, l'attaque, elle se fatigue, elle commet une erreur, tu sanctionnes immédiatement. Comme sur l'essai de Louis Bielbiarré. On subit pendant 1 minute les attaques écossaises. Au bout de 1 minute, perte de balle, sanction immédiate. Ntamak ne se pose pas de questions. Hein. Il donne la balle à Louis Bielbiarré, va marquer. Et c'est assez marrant, je passe une petite dédicace à mon monteur, Mathieu, qui m'envoie un message en me disant quand on marque un essai en seconde mi-temps, ah pour une fois on écarte les ballons et on marque parce qu'on joue pas au rugby depuis le début. Et en fait, je pense que, en tout cas moi, mon interprétation, c'est pas ça. Mon interprétation, c'est que on a eu ce travail de sape qui fait que effectivement les avants touchent énormément de ballons par rapport aux 3 quarts. Mais tu es obligé d'avoir ce travail de sape si au bout d'un moment tu veux fatiguer la 3e ligne écossaise, si tu veux fatiguer les Écossais et que tes 3 quarts aient de l'espace pour s'exprimer. Ça nous amène à l'attaque française. Et effectivement, je suis pas sûr que Gaël Fickou en première mi-temps il touche plus de 3 ballons. Et Damien Penaud non plus. Hein. La lecture que j'en fais par contre, c'est que nos avants se régalent avec ce bloc 10 à 4 et toutes ces variations. Tantôt on a une passe du 2 pour le 3, tantôt on a une passe du 2 pour le 4. Et surtout, on met un gros défi physique. C'est le but de notre banc. Et tant qu'on ne les a pas fatigués, en début de match, toutes les équipes sont lucides. Les Écossais, ils sont lucides en début de match en fait. Bien sûr qu'ils vont faire jeu égal sur les collisions, bien sûr qu'ils vont circuler. Tant qu'il y a une égalité numérique, c'est beaucoup plus dur de déplacer le ballon sur les extérieurs. Et le peu de fois où on le fait en première mi-temps, on n'arrive pas spécialement à trouver des espaces. Par contre, à la 52e minute, quand on a ce débordement de Damien Penaud avec ce petit jeu au pied par-dessus, le décalage, on le trouve notamment grâce à notre bomb squad, mais aussi parce que les Écossais commencent à fatiguer. Imaginez-vous avoir pris Antonio dans la tronche pendant toute une mi-temps. C'est votre vis-à-vis? Puis là, la France décide de changer son pack pour faire entrer des remplaçants qui sont peut-être plus forts ou aussi forts que les... La France, elle attaque avec son bloc 10 à 4 joueurs, mais tu t'y attends, tu t'es préparé à ça. Tu agresses et tu attends qu'ils fassent leur choix pour venir renvoyer le porteur de balle chez lui. Tu as envie de le renvoyer chez lui. Sauf que là, tu tombes sur le petit Mani. Et pourtant, Showman, c'est un client, réellement, c'est un gros client. Mais Meafou qui est servi avec de la vitesse, tu t'envoies, t'as beau le ralentir, il arrive à ressortir avec une passe axiale et là c'est fini. Tes partenaires n'ont pas eu le temps de circuler. Il y a un décalage qui est créé. Les défenseurs ils sont venus couper les transmissions dans la ligne française. Sauf que là il y a trop de bleu en fait. Tu ne peux pas couper toutes les transmissions vis-à-vis de tous les défenseurs français, tous les attaquants français. Et à la 61e minute c'est pareil. La France, elle attaque à partir de ballon porté, elle déplace le ballon jusqu'à l'autre aile. Sur le retour, on se retrouve avec notre bloc 10 à 4 joueurs. Sur la première, ça fait 2 pour 3 avec de la vitesse. Et sur la suivante, tu as une alternance 2 pour 3 et 3 qui jouent en pivot, alors qu'ils pourraient donner à 4. Et donc, tu arrêtes tous ces Écossais. Imaginez-vous les Écossais, après avoir mangé des Français dans les dents pendant 61 minutes, devoir garder cette lucidité permanente avec des options à hauteur dans le dos. Et là, on va se retrouver avec un petit rapport qualitatif à 4 contre 3. Alors, c'est un 4 contre 3 avec des défenseurs qui sont en train de circuler. Et c'est intéressant de voir le choix que va faire Louis Bielbiarré en courant en travers. Il sait qu'il a plus de vitesse que le premier défenseur. Damien Penaud, il ne sait pas encore ce que Louis Bielbiarré va proposer. Mais du coup, vu qu'il y a une course en travers, lui, il propose une croisée. Il n'y a personne qui va mordre. Mais la course de Louis Bielbiarré en travers, elle va forcer le deuxième défenseur écossais à faire un choix. Darcy Graham, il doit faire le choix. Soit il défend sur Fickou, au risque que son partenaire se fasse déborder, soit il défend sur Louis Bielbiarré. Il prend l'option la plus sûre, à mon avis, c'est de défendre sur Louis Bielbiarré. Mais là, on a Louis Bielbiarré qui va mettre un coup de gaz pour venir entre les deux. Il ressort les bras pour Fickou qui dégale Moefana. Et une autre chose qui m'a bien marqué,
je vais faire juste un tout petit focus dessus, je ne vais pas trop m'attarder. C'est les attitudes au contact dans les 22 mètres français, dans les 22 mètres écossais. Quand tu es dans les 22 mètres adverses, tu joues à gratte-terrain. Tu grattes centimètre après centimètre parce que tu es sur un jeu qui est extrêmement frontal. Au rugby, comme en physique, en fait, si tu es plus bas que l'adversaire, c'est plus facile de pousser. Si tu es à la même hauteur, tu vois, si tu arrives à passer en dessous en mêlée, tu arrives à remonter l'autre. Quand tu essayes de gagner du terrain, les mecs, ils essayent de plonger en étant extrêmement bas du sol et de gratter 2-3 appuis pour passer au sol. Et ça, c'est quelque chose que la France a extrêmement bien fait. On le voit sur des attitudes où quand ils viennent, ils sont tellement bas, mais en fait, c'est impossible à défendre. J'avais fait un focus d'ailleurs sur l'essai de Jégou la semaine dernière contre l'Irlande, avec les attitudes au contact, la rotation dans le contact qui est extrêmement dur à défendre. Mais même chose là, en fait, je me demande comment est-ce que tu fais pour défendre un mec qui vient, en fait, littéralement, il ne vient pas plonger dans tes jambes. Il est tellement bas qu'il vient percuter tes jambes et il va passer au sol. Et en fait, juste le fait de pousser sur ses jambes et de gratter 2-3 pas, il gagne quelques mètres. Comment est-ce que tu fais? Tu essayes de le ceinturer et de le renvoyer chez lui, mais c'est quasiment impossible. Et j'essayerai d'être vigilant maintenant sur ces attitudes au contact dans les 22 mètres parce que j'ai rarement vu des équipes qui étaient aussi bas en fait quand elles venaient attaquer. Et maintenant, on va faire un petit focus, je vous l'ai dit, sur l'essai de Yoram Moefana. Sur l'essai de Yoram Moefana, il y a pour moi une modification de circulation des joueurs. Il faut regarder le déplacement de Moefana et Fickou. C'est ultra intéressant et je ne sais pas si c'est une innovation ou un concours de circonstances. Vous allez me le dire dans les commentaires. Comme je le dis souvent, toutes les équipes ont sensiblement la même façon de se déplacer en attaque et en défense. On cherche donc à avoir des ruptures de pattern. Les circulations défensives sont connues et la manière de les attaquer également. Quand on est sur un ruck bord de touche, comme ici, on va généralement avoir une relance de jeu avec un bloc 10. Notre bloc 10, il est maintenant composé de 4 joueurs, ce qui nous permet d'avoir de nombreuses options. Ça se démocratise, le bloc 10 à 4 joueurs, et c'est intéressant de voir ça. Mais ça, c'est la théorie, parce qu'en réalité, si tu n'as pas 4 joueurs, tu ne vas pas t'arrêter de jouer pour qu'il y ait un quatrième qui vienne. Tu vas attaquer avec un bloc à 3 joueurs. Et s'il n'y a pas 3 joueurs, tu attaqueras avec un bloc à 2 joueurs et il y aura un 3/4 qui va suppléer. Sur celle-là, on va avoir un bloc 10 à 3. En attaque, on a souvent la possibilité d'attaquer cette zone après le contact sur bloc 10. C'est normal, c'est une zone de circulation. Pour l'attaquer, tu as généralement ton ailier, un profil rapide qui se relève très rapidement du ruck et qui vient intervenir à l'intérieur du 10. Et ça fonctionne très bien dans deux types de configurations. La première, c'est soit tu as une libération de balle rapide et les défenseurs sont encore en train de circuler et tu viens attaquer au moment où ils sont en train de passer, circuler, parce que tu as un petit moment de flottement. Soit tu viens attaquer sur des profils lents. Le mieux, c'est quand tu combines les deux. Tu attaques sur des profils lents qui sont en mouvement avec un profil rapide. L'essai de Darcy Graham en première mi-temps, c'est typiquement sur ce genre de mouvement. On a une séquence avec une libération rapide et les deux joueurs qui sont en train de circuler sont Winnie Antonio et Michael Guillard, le 3 et le 5 français. Et là, tu vas leur opposer Darcy Graham et Finn Russell. On appelle ça un rapport de force qualitatif. Et ça, c'est l'option la plus courante, c'est juste un mec qui se propose à l'intérieur du 10. Il faut quand même regarder l'attitude de Finn Russell qui joue très bien le coup, c'est-à-dire qu'il a pris l'information, Darcy Graham ne se projette pas trop rapidement, sinon c'est facilement lisible. Et en fait, on va avoir du coup les Français qui vont anticiper sur Finn Russell comme s'il y avait un surnombre en oubliant de verrouiller et de défendre en zone. Et donc du coup, on a Guillard qui va choisir d'anticiper et de défendre sur Finn Russell au lieu de défendre sa zone. Et à partir de là, ça crée un décalage. Finn Russell, lui, il te met un crochet intérieur et il vient arrêter Guillard. Dans le cas de l'essai de Moefana, on est sur une libération qui est pour moi plutôt lente, sur laquelle les joueurs écossais ont eu le temps de circuler. Mais on va attaquer cette zone où on retrouve le 1 et le 5 écossais. Alors pourquoi est-ce que je la trouve intéressante cette séquence? Si on regarde Yoram Moefana, il a la possibilité de circuler plus tôt. Mais volontairement, il va retarder son départ pour circuler. Il reste dans l'axe du ruck et Gaël Fickou, qui était le porteur de balle sur l'action précédente, a le temps, sur un ruck, de se relever et de basculer dans l'axe du ruck N+1. Thomas Ramos va venir attaquer les deux avants écossais. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette circulation où il y a Yoram Moefana qui va ressortir à l'extérieur de Ramos et il force le vis-à-vis de Thomas Ramos à faire un choix. Et Gaël Fickou, lui, vient à l'intérieur. Ça permet d'avoir un mismatch, un rapide face à un lent. Et donc, du coup, on va se retrouver avec une cellule où, de toute façon, Gaël Fickou, une fois qu'il a été servi, il se retrouve avec Yoram qui ressort à sa hauteur. Et c'est juste extrêmement bien joué. Et ces changements de circulation des joueurs, ils sont toujours, en tout cas, de mon point de vue, très, très intéressants à étudier. Parce que des fois, c'est des choses qui sont circonstancielles, c'est-à-dire que c'est pas voulu, mais qui peuvent être repris en se disant ok, mais en fait on va pas le garder en tant que chose circonstancielle, on va le mettre en place dans notre circulation. Et là la question que je me pose, vous allez peut-être me donner votre avis, est-ce que c'est circonstanciel ça ou est-ce que c'est travaillé? Surtout la course de Moefana. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai mon partenaire Débloc en fait, c'est mes partenaires qui me permettent aussi de faire vivre la chaîne. Je vous encourage vivement à créer un compte courant, ça peut être gratuit, vous avez 3 mois en plus d'offert si vous prenez l'abonnement premium. C'est un compte que vous pouvez utiliser en tant que compte épargne.
Et moi, ça me permet en fait de développer mon activité sur YouTube. Si ce débrief il t'a plu, n'hésite pas à faire tourner à tes potes, à tes collègues, à ton équipe de rugby. Et si tu veux me soutenir, tu peux aussi devenir membre de la chaîne, ce qui me permet moi de continuer de produire des vidéos. Et plus il va y avoir de membres, plus je vais pouvoir accorder de temps à la production de vidéos. Et on se revoit bientôt à Douai-la-Fontaine. Topette l'ami!